à tous. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de trésors exceptionnels et très confidentiels. Les trésors qui se cachent derrière les façades des hôtels particuliers de Paris. Je me trouve ici dans la cour d'honneur de l'hôtel Nissim de Kamando. Le propriétaire de cet hôtel particulier, construit au tout début du XXe siècle, était un grand collectionneur. Et derrière ses murs, il a accumulé une collection de meubles et d'objets précieux, des décors hors du commun. Nous allons en franchir les portes tout à l'heure. Vous ne serez pas déçus. Du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, l'histoire de Paris peut se raconter à travers ces hôtels particuliers. Nous allons donc remonter le temps pour découvrir derrière les hauts murs et les portes closes des trésors totalement insoupçonnés. La découverte des hôtels particuliers de Paris est un voyage à travers l'histoire. Nous irons dans le Marais, dans les demeures de la place des Vosges, là où, dès le règne d'Henri IV, les grands seigneurs du royaume se firent construire de véritables palais miniatures. Avoir son hôtel dans le Marais, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux. Alexandre Gady, historien spécialisé des hôtels particuliers, nous fera découvrir ces adresses secrètes d'un Paris totalement insoupçonné. Je peux ouvrir ici et rentrer dans une pièce qu'on ne devine pas du tout, évidemment. C'est le cabinet turc. Sur la rive gauche de la Seine, nous découvrirons les décors fabuleux conçus au XIXe siècle par des hommes à la fortune démesurée. Lorsqu'on progresse dans ce vestibule, on tombe d'abord sur un escalier et on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver d'autre. Des décors si précieux et fragiles qu'ils ne sont que très exceptionnellement accessibles. Ceux qui en ont la garde ont bien voulu nous en ouvrir les portes. Vous êtes ici dans l'appartement en enfilade du XVIIe siècle, le mieux conservé de Paris. Derrière l'apparat et les dorures, nous pénétrerons dans les coulisses de ces lieux qui ont été souvent le théâtre des événements importants de notre histoire. Comme le palais de l'Élysée, qui avant de devenir la résidence du président de la République, fut au moment de sa construction l'hôtel particulier le plus luxueux de Paris. On est dans ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire c'est l'un des plus grands hôtels, sinon le plus grand hôtel de Paris. Ce qu'il y a de plus spectaculaire encore aujourd'hui, c'est le grand escalier. Au cours de cette émission, nous ouvrirons des portes généralement hermétiquement closes. La présidence de l'Assemblée nationale, la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassade du Qatar. Ces hôtels particuliers cachent derrière leur façade des décors somptueux auxquels nous avons pu avoir accès pour vous les faire découvrir. Ce qu'on appelle un hôtel particulier, c'est la demeure citadine de l'élite à Paris. En effet, seigneurs, aristocrates ou grands bourgeois veulent, quand ils sont en ville, habiter dans des palais dignes de leur rang. Mais ces palais, au lieu de s'afficher ostensiblement dans la cité, sont au contraire bien cachés. Car ce qui rend les hôtels particuliers parisiens si singuliers, c'est le fait qu'ils dissimulent leur richesse derrière de hauts murs, entre cours et jardins. De cette particularité va naître un véritable art de vivre, unique au monde. Au fond, la cour de l'hôtel, elle a beaucoup à voir avec le théâtre. On vient voir un spectacle, le spectacle de l'architecture, le spectacle du propriétaire dans son architecture, et ensuite le décor. Ces hôtels particuliers, entre cours et jardins, sont spécifiquement parisiens. Et s'ils sont construits de cette façon, c'est en lien direct avec l'urbanisme de la ville. Paris, ça nous paraît aujourd'hui une petite ville,
mais c'était la plus grande ville du monde. Comme nous, les gens de l'époque sont gênés par le fait qu'il y a beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de bruit, ça pue, il y a beaucoup d'animaux en liberté dans les rues, donc ce qui va avec les animaux, les excréments, les déjections divers. Donc la rue parisienne d'une ville très peuplée, a beau être la capitale de la France, c'est quand même un endroit désagréable. Au XIVe siècle, Paris est bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Entouré de remparts, l'enceinte de Philippe Auguste, il est aussi bien plus petit. La ville s'étend déjà sur les 2 rives de la Seine, mais compte moins de 253 hectares, l'équivalent de 2 arrondissements parisiens actuels. Le roi de France, Charles V, s'installe au Louvre, qui est alors une forteresse qui n'a rien à voir avec le Louvre d'aujourd'hui. Pour s'en rendre compte, il faut regarder ces enluminures d'un ouvrage unique au monde, Les riches heures du duc de Berry. Elles restituent la silhouette de l'impressionnante forteresse de l'époque. Le Louvre est sinistre, est très sombre, est très froid. Les jardins sont très étroits, donc même devenu roi, Charles V n'a aucune envie d'habiter là-bas. Donc il va acquérir, entre 1360 et 1365, 4 grandes demeures dont il fait sa résidence royale. L'hôtel de Sens est le seul des 4 hôtels qui formaient cette nouvelle demeure royale qui subsiste aujourd'hui. Même s'il a été depuis beaucoup transformé, il peut être considéré comme l'un des premiers hôtels particuliers de Paris. Ces nouvelles résidences du roi sont situées en dehors de l'enceinte Philippe Auguste, dans un quartier qui est encore la campagne et qui est appelé aujourd'hui le Marais. Charles V fait donc déplacer les remparts de la ville afin d'agrandir l'enceinte et d'y intégrer son hôtel particulier. Au Moyen-Âge, les gens importants veulent tous vivre proches du roi. Alors à sa suite, tous s'installent dans le Marais. La mode des hôtels particuliers est née. Mais c'est 200 ans plus tard qu'un événement dramatique va donner sa forme actuelle au quartier. Après François Ier, son fils, Henri II, lui succède. C'est un colosse, c'est aussi un homme à femme, et parmi les plaisirs qui lui sont particulièrement chers, il y a les tournois. Un tournoi est organisé dans le Marais, sous les murs de l'hôtel des Tournelles, qui est à l'époque la résidence du roi. Au cours de la joute, Henri II est mortellement blessé. Quelques années après, sa veuve très douloureuse, Catherine de Médicis, qui ne veut absolument plus entendre parler naturellement de cet hôtel qui a vu son malheur, eh bien le fait raser. Donc l'édit est pris en 1563 et l'hôtel des Tournelles est totalement rasé en 1565. 30 ans après ce drame, Henri IV prend une décision capitale pour Paris. Sur les ruines de cet hôtel de sinistre mémoire, le roi fait construire ce qui va devenir la place des Vosges. On peut dire que Henri IV a été le premier urbaniste de Paris. Henri IV prévoit une grande place sablée destinée à la promenade et aux jeux équestres. Les places, c'était quelque chose qui était complètement nouveau en France. Il n'y en avait jamais eu. C'est un endroit qui va être très commode pour organiser des fêtes, peut-être des tournois encore, mais dans un décor complètement approprié, au lieu d'aller dans une cour d'hôtel particulier un peu incommode, ou alors tout simplement dans la rue, comme ça se faisait tout à fait couramment. C'est ainsi qu'est née la place royale, l'actuelle place des Vosges. Elle va devenir le cœur même de la vie économique, sociale et politique du XVIIe siècle. De forme carrée, elle compte 36 hôtels particuliers absolument identiques, bâtis sur des arcades et structurés autour du pavillon de la reine au nord et du pavillon du roi au sud. Le roi ne dépense que pour construire les 2 pavillons les plus importants qui existent toujours aujourd'hui, qui s'appellent le pavillon du roi et le pavillon de la reine. Et le reste, c'est quoi? C'est une promotion immobilière. Sully, qui s'occupe de tout ça, dit à tous ceux qui gravitent autour de lui: vous m'aimez bien, vous gagnez beaucoup d'argent grâce à moi, eh bien vous allez investir une partie de cet argent dans l'achat d'un lot de terrain pour lequel vous allez faire construire une maison selon les plans de l'architecte. Ainsi, tous les proches du ministre Sully acceptent de financer cette place et s'y retrouvent propriétaires.
Elle était très vivante parce qu'il y avait un grand mélange de gens. Il y avait beaucoup de hauts fonctionnaires. Et puis, un certain nombre de nobles qui sont venus assez rapidement s'installer. Et puis, au rez-de-chaussée, il y avait des commerces de toutes sortes. Il y avait des cafés, il y avait des prostituées. Et tout ceci faisait une atmosphère extrêmement animée. Derrière ces façades magnifiques, les propriétaires vont, pour manifester leur puissance et leur richesse, faire réaliser de somptueux décors. Ils ont malheureusement presque tous disparu, vendus pour beaucoup à des antiquaires étrangers. Nous avons retrouvé le seul qui ait été sauvegardé. Il se trouve aujourd'hui à quelques pas de la place des Vosges, réassemblé à l'identique dans l'hôtel Carnavalet, qui est aujourd'hui le musée de l'histoire de Paris. Il y a un texte de l'époque qui dit que c'était la pièce la plus ornée, la plus riche, la plus somptueuse et la plus dorée de tout le royaume. L'or semblait y avoir été déversé par lingots. Mais il faut bien imaginer qu'en 1653, ça devait être une pièce presque trop brillante, trop éblouissante. Le propriétaire des lieux est un homme d'église. L'abbé Louis Barbier de la Rivière était le grand aumônier de la reine Anne, la mère de Louis XIV. Ce cabinet doré est l'une des premières réalisations du peintre Charles Lebrun, qui sera le grand décorateur du château de Versailles. Ces boiseries et ces plafonds ont été entièrement démontés au XIXe siècle pour être remontés au musée Carnavalet. La composition a été un peu sauvagement découpée en petits carrés pour faciliter le démontage, et elles sont encore très visibles aujourd'hui malgré les restaurations qui ont essayé d'atténuer toutes ces traces. Ici, nous nous trouvons dans ce qu'on appelle la grande chambre de l'hôtel de la Rivière. Et ici encore, au plafond, un chef-d'œuvre de Lebrun. Lors de sa restauration, les scènes de la mythologie ont révélé un détail qui en dit long sur la position sociale de l'occupant de cet hôtel et de ses relations à la cour. Vénus est représentée avec un visage qui semble être un portrait. Et donc on pense qu'il s'agit d'un portrait de la Grande Mademoiselle, autrement dit la fille de Gaston d'Orléans qui était le protecteur de l'abbé de la Rivière. La Grande Mademoiselle était la première princesse du royaume de France, c'était une des plus riches héritières d'Europe. Et être protégée par elle ou par sa famille, c'était quand même quelque chose de non négligeable. Donc lui rendre hommage aussi, c'était une bonne pratique de courtisan. Le Marais devient le quartier le plus prisé de la capitale. À la fin du XVIIe siècle, on y compte plus de 80 hôtels particuliers. C'est vraiment, comme disent les anglo-saxons, the place to be. C'est vraiment là qu'il faut être parce que tout le monde est là, les gens chics sont là, les gens qui font la mode. Et avoir son hôtel dans le Marais, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux. Pendant un siècle et demi, dans le Marais, les hôtels particuliers sortent de terre. Au cœur de ce quartier, on trouve l'hôtel de Sully. Il est l'un des plus prestigieux de la capitale. Propriété du célèbre ministre d'Henri IV, l'hôtel de Sully cache derrière ses élégantes façades de splendides décors qui sont trop fragiles pour être accessibles au public. Et ça n'est que très exceptionnellement qu'il est possible de les filmer. Ces appartements sont les très rares témoins du mode de vie des aristocrates à Paris au tout début du XVIIe siècle.
Ici, on voit une chambre du XVIIe siècle qui a conservé l'essentiel de sa parure. C'est une chance extraordinaire, hein, et c'est peut-être un des ensembles qui, dans le Marais, est le plus significatif. D'abord, vous voyez tout de suite une chose qui est frappante, c'est le décor des murs. Une boiserie extrêmement riche avec les chiffres des propriétaires, des tableaux incrustés en dessus de porte ou ici au-dessus de cet élément tout à fait admirable de sculpture avec ces sortes de chimères. Tous les détails sont tout à fait admirables. La deuxième chose qui est frappante, évidemment, c'est le plafond, qui n'est plus plat, mais au contraire ici, vous voyez, il y a un effet de volume, c'est légèrement voussuré, comme on disait, c'est-à-dire comme un effet de petite voûte, qui permet de mieux accrocher la lumière, et ça crée ce qui est le plus raffiné, ce qu'on appelle le plafond à l'italienne. Quand on reçoit chez nous aujourd'hui, dans les appartements et les maisons modernes, il y a une pièce qu'on appelle le salon. Alors à l'époque, le salon n'existe pas, ou plutôt il va exister, mais c'est trop tôt, hein. Et ici, on voit une combinaison de deux fonctions. La première, c'est vraiment la fonction de réception. On reçoit ses amis dans sa chambre, en réalité. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'évidemment, c'est aussi une chambre à coucher. La plupart des hôtels particuliers du Marais sont des propriétés aristocratiques, mais certaines échappent à ce cas de figure. Et c'est le cas notamment d'un hôtel particulier extrêmement charmant qui s'appelle l'hôtel de Beauvais. L'hôtel de Beauvais abrite aujourd'hui la cour administrative d'Appel. Il fut construit au XVIIe siècle pour la femme de chambre de la reine Anne d'Autriche, une certaine demoiselle Bélier. Quelle mission avait donc rempli cette roturière pour mériter un tel traitement de faveur ? La reine de France avait confié à Catherine Bélier, dite aussi Cato la Borgnesse, la haute responsabilité de déniaiser son fils, le futur roi Soleil, le futur Louis XIV. Il était alors âgé d'à peine 16 ans, on est en 1654, et Cato la Borgnesse se charge de faire son éducation. Elle a été notamment choisie pour sa laideur, ce qui peut étonner, mais on choisissait toujours une femme délibérément laide pour déniaiser le jeune roi, afin surtout qu'il ne s'y attache pas sentimentalement, car bien entendu, il ne fallait surtout pas qu'il s'y attache. Catherine de Beauvais avait cette particularité, on le remarque sur ce portrait, d'avoir un œil divergent par rapport à l'autre. On l'appelait pour cette raison Cato la Borgnesse à la cour, c'est un surnom qui lui avait été donné par Anne d'Autriche elle-même. Heureuse conséquence de ce haut fait glorieux pour Cato la Borgnesse, son mari devient conseiller au Parlement. Et tous deux sont anoblis, elle est maintenant baronne. En souvenir de cet exploit, et afin qu'il reste à jamais gravé dans les mémoires, l'ancienne femme de chambre de la maison royale fit sculpter sur la façade de son hôtel une figure de bélier, en référence à son nom de jeune fille, côtoyant celle d'un lion, symbole du jeune Louis XIV. L'hôtel de Beauvais reste une exception dans ce Marais de l'Ancien Régime où la hiérarchie sociale semble immuable. Les aristocrates sont les grands détenteurs des hôtels particuliers, véritables vitrines de leur puissance. C'est le cas de l'un des plus beaux hôtels particuliers du Marais. Il abrite aujourd'hui les archives nationales. Sous Louis XIV, il était la demeure du prince de Soubise. Derrière ces portes se cachent des décors qui sont de véritables chefs-d'œuvre, d'un style que l'on appelle le style rocaille. On a ici véritablement une des quintessences du décor Louis XV français. Des grands panneaux de boiserie entre les grandes portes-fenêtres et les glaces. Vous voyez cette très belle idée que les arcades rythment la pièce. Nous sommes dans un appartement de parade. On reçoit, on s'occupe, on joue, on fait de la musique. Ce sont des pièces merveilleuses pour la sonorité à cause de la boiserie. Il y a un effet sonore général qui est très bon.
Et puis, il faut imaginer ici une société très choisie. On prend la tasse de chocolat, on cultive vraiment la lecture, la conversation. C'est l'art de la conversation. C'est au XVIIIe siècle, évidemment, un des arts les plus extraordinaires de la France des Lumières. Mais l'originalité de l'hôtel de Soubise se situe aussi dans sa cour. Le coup de génie de l'architecte qui a travaillé pour les Soubise, c'est de leur avoir proposé de transformer tout le terrain ici, où nous nous trouvons, qui était un manège, donc un tour pour les chevaux, et d'en faire la cour d'entrée. On dessine cette cour à colonnes tout à fait spectaculaire. Ça a la taille d'une place publique. Pour Paris au XVIIIe siècle, la cour de Soubise, c'est une des cours les plus fastueuses qu'on puisse voir encore aujourd'hui. Il faut dire que c'est un parti tellement original que tout Paris a parlé de ça et que même Louis XIV à Versailles veut qu'on lui en parle. C'est un roi qui aime l'architecture, alors il dit mais alors cette cour dont tout le monde parle, comment elle est? Enfin vous voyez, donc il y a un effet de mode très fort, mais il y avait un petit problème, c'est qu'il y a une rue. Et ça, c'est une propriété publique, il n'est pas possible de la supprimer. Donc il faut imaginer que ce fastueux hôtel qui est devant nous, de sa construction jusqu'à la Révolution française, il a été traversé par le passage des gens qui empruntaient cette trace de l'ancienne ruelle. Juste à côté de l'hôtel de Soubise se trouve l'hôtel de Rohan. Lui aussi dissimule des décors luxueux et surprenants. C'est le cabinet du grand appartement de l'hôtel de Rohan. Donc une pièce vraiment destinée à une partie plus intime des réceptions et qui possède, d'où son nom, un décor de singerie, on appelle le cabinet des singes, qui sont dus en fait à ces panneaux de boiserie qui, au lieu d'être laissés en blanc et or, ce qui était la formule, on va dire, la plus courante, ont reçu, de la part d'un peintre qui s'en était fait une spécialité, Christophe Huette, ces personnages, ces petites scènes, avec des animaux, des singes donc, qui ont donné le nom, mais pas seulement des singes, on voit des chiens, beaucoup d'oiseaux, des papillons. Donc c'est toute une espèce d'exotisme, de fantaisie qu'on aimait beaucoup dans ces années du milieu du XVIIIe siècle. Alors évidemment, on peut être surpris par des scènes comme ce singe qui éteint d'une manière un peu curieuse une bougie, d'une manière très facétieuse, très potache. Mais il faut se souvenir que ce type de décor, ce sont des scènes où on multiplie les petits épisodes. Il faut intéresser l'œil, attirer l'œil. Alors on voit d'abord des choses qu'on croit assez classiques, puis quand on va dans les détails, on voyage en fait. Il y a un aspect très ludique dans ce décor qui rehausse la boiserie rocaille de ce cabinet et qui lui donne tout son prix, qui fait tout son charme en fait. Ces deux merveilles d'architecture annoncent pourtant la fin prochaine du quartier du Marais. Bientôt, de nouveaux quartiers vont attirer les riches et les puissants. Henri IV disait « On dit de moi que je suis chiche. Je fais pourtant 3 choses bien éloignées de l'avarice. Je fais la guerre, l'amour et je bâtis. » Pris d'une véritable fièvre bâtisseuse, le roi va développer un autre quartier sur la Seine, cette fois-ci l'île Saint-Louis. Il va se construire ici des dizaines d'hôtels particuliers. On va même appeler à l'époque cette île l'île au Palais. Alignés le long des quais, ces hôtels particuliers donnent tous sur la Seine. Habités pour la plupart par leurs propriétaires, ils sont donc inaccessibles au public. Avant de vous raconter la manière dont l'île Saint-Louis s'est développée, voici un avant-goût des merveilles qu'on va y découvrir. Depuis le palais du Louvre où il s'est installé, Henri IV a donc de nouveaux projets pour Paris. C'est certainement l'un de ceux qui ont le plus donné d'idées aux Parisiens en se disant, à travers l'urbanisme, on peut gagner beaucoup d'argent et on peut créer en même temps de la beauté et de la commodité. À l'époque d'Henri IV, il n'était pas facile de traverser la Seine. Le fleuve coulait à travers la ville comme un infranchissable obstacle. Construire un pont directement entre les deux rives était techniquement impossible. Pour traverser la Seine, il fallait passer par l'île de la Cité. L'idée est alors de réunir 2 îlots,
l'île Notre-Dame et l'île aux Vaches, et d'y lancer un nouveau pont. L'île Saint-Louis est née. C'était des endroits qui n'étaient pas bâtis, et quand ils n'étaient pas inondés, mais en particulier dans l'île aux Vaches, on menait paître quelques vaches qui appartenaient à la cathédrale Notre-Dame. Au XVIIe siècle, on ne craint pas d'initier de grands aménagements urbains. L'idée des promoteurs est de combler le fossé séparant les deux îlots qui se transforment ainsi en de nouveaux terrains à bâtir. On réalise des quais et on réalise un lotissement à l'intérieur avec un grand axe dans le sens de la longueur et puis ensuite un axe secondaire dans le sens de la largeur. Ces deux axes très rectilignes permettent aux promoteurs de construire de petits immeubles pour loger bourgeois et artisans et de réserver les quais aux plus riches. Ce sont des financiers qui ont acheté ces parcelles pour pouvoir construire des hôtels particuliers en pierre de taille qui donnaient sur le quai pour jouir de la vue sur la Seine. Rapidement, l'île se couvre d'hôtels particuliers. On l'appellera l'île au Palais. Un certain nombre de ces demeures sont l'œuvre de Louis Le Vau, qui sera bientôt le maître d'œuvre du château de Versailles. C'est à lui que l'on doit l'hôtel de Lauzun. C'est un des joyaux les mieux cachés de l'architecture parisienne. L'enfilade de l'hôtel de Lauzun est spectaculaire. Un effet d'optique particulièrement réussi, une perspective destinée à donner un effet de profondeur et à impressionner les visiteurs. Généralement, la première pièce, c'est une chambre de parade qui est la plus grande chambre, là où le maître des lieux va vraiment trôner pour recevoir, dominer l'assemblée. Et il y a encore après un ou plusieurs cabinets destinés à se retirer pour être davantage dans le secret, dans l'intimité ou dans la contemplation. Et donc on a vraiment l'impression d'être ici dans un endroit majestueux, monumental. En fait, l'ensemble de cet appartement d'apparat occupe une surface d'environ 100 mètres carrés. On a l'impression d'un véritable château du XVIIe siècle en plein cœur de Paris. C'est un peu Versailles ou Vaux-le-Vicomte en concentré. Pour la première pièce de l'étage noble de l'hôtel, le propriétaire, le duc de Lauzun, l'un des hommes les plus puissants du royaume, a voulu un décor d'une incroyable richesse. Nous avons la démonstration même de l'art du XVIIe siècle qui a horreur du vide. Il n'y a pas 1 centimètre carré qui ne soit pas peint, doré, sculpté. On ignore complètement la destination de cette pièce. C'est un cabinet entièrement lambrissé et on rêve énormément en se demandant ce que ce pouvait être auparavant. Ça a pu être une bibliothèque, un cabinet de travail. Également, on a pensé à un cabinet de curiosités. Ces lambrises extraordinaires dissimulent des portes dérobées. Les domestiques pouvaient passer ainsi d'une pièce ou d'un étage à l'autre sans passer par les appartements d'apparat. Donc voilà un exemple de porte dérobée dans les lambris. Voilà. Elle ouvre sur un escalier de service entièrement en bois. Et cet escalier a pour nous une histoire particulièrement importante parce que le propriétaire du XIXe siècle, Jérôme Pichon, avait entièrement divisé l'hôtel en appartements, en boutiques, en ateliers. Il en avait fait un immeuble de rapport. Et parmi ses locataires, il avait des écrivains très célèbres, parmi lesquels Charles Baudelaire et Théophile Gautier. Et Théophile Gautier, avec son âme romantique, il a dit par la suite qu'il accédait à son appartement par un escalier dérobé, jadis emprunté par les belles dames aimées de Lauzun. Alors,
Là, c'est tout à fait l'âme romanesque de Théophile Gautier. Quand on connaît le personnage de Lauzun, il se peut que des belles dames aient monté cet escalier, mais là, c'était contre rémunération à tarif de nuit, et certainement pas pour des raisons sentimentales. Au XIXe siècle, l'hôtel a donc été la propriété du baron Jérôme Pichon. C'est un grand amateur d'art. Il modifie la structure de la chambre de parade, y fait ajouter 2 balcons pour y installer l'orchestre lors des grands bals mondains qu'il organise. Mais l'hôtel de Lauzun accueille aussi d'autres types de soirées, plus confidentielles. Sous ce plafond qui célèbre le triomphe de Vénus, se réunissait le club des hachichins pour expérimenter les effets de l'opium et du hashish sur la perception. Parmi ses membres les plus célèbres, on trouve Honoré de Balzac, le peintre Eugène Delacroix, Théophile Gautier ou encore Charles Baudelaire. Baudelaire en parle dans Les Paradis artificiels. Il dit notamment que ça pouvait se consommer sous forme de confiture orientale qu'on appelait le dawamesque. Il décrit les peintures du plafond au regard tellement intense lorsqu'on est sous l'effet hallucinatoire de la drogue. Eh bien, il parle des peintures de ce fameux plafond de Vénus. Là, effectivement, on peut supposer que dans le tremblement des chandelles et sous l'effet de la drogue, certains prétendaient s'être fait agresser par les monstres que probablement figuraient certaines de ces boiseries. Au milieu de ces boiseries et de ces dorures, on est vraiment plongé dans la magie de l'histoire. Au début du règne de Louis XIII, on commence à se sentir un peu à l'étroit à Paris. La capitale compte près de 400 000 habitants, il va falloir pousser les murs. Au XVIIe siècle, Paris va commencer son expansion vers l'ouest. Au XVIIe siècle, l'enceinte de Charles V, édifiée 300 ans auparavant, enferme Paris dans un carcan. La population de Paris, sous Louis XIII, augmente. Il n'y a pas seulement la natalité parisienne, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent des provinces parce qu'ils ont un emploi qui les attend ou parce qu'ils viennent chercher fortune tout simplement à Paris. On démolit donc l'enceinte Charles V pour créer celle de Louis XIII qu'on appellera l'enceinte des Fossés jaunes. De nouveaux terrains s'ouvrent au développement immobilier et à la spéculation. On voit apparaître des promoteurs qui, encore une fois, sont, comme d'habitude, des prête-noms de gens très riches de la cour. Et ces promoteurs viennent proposer de développer un nouveau quartier, de créer un nouveau quartier sur une partie de ces terrains. Ce nouveau quartier sera d'autant plus attractif que le tout-puissant ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu, se fait construire à 2 pas du Louvre, tout près du roi, une nouvelle demeure, le palais cardinal, notre actuel palais royal. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui se disent « Tiens, c'est bien, il faut être près du pouvoir ». Il y a en tout cas des gens qui voudront être près du pouvoir. Et donc, les quartiers qui sont là, ils prennent de la valeur. Richelieu fait une énorme opération immobilière. C'est lui qui va dessiner l'actuel très grand jardin du Palais Royal, qui est le plus grand jardin privatif de Paris, à l'époque. Et tout autour, un ensemble d'hôtels qui apparaissent, dont le plus célèbre est évidemment encore aujourd'hui l'hôtel de la Banque de France, l'hôtel de la Vrillière. L'hôtel de la Vrillière, construit pour un secrétaire d'État de Louis XIV, fut transformé par Napoléon en 1811 pour accueillir la Banque de France. Le développement du quartier se poursuit et l'on confie au grand architecte Jules Hardouin-Mansart la construction d'une nouvelle place royale à la gloire du roi Soleil. Ce sera la place des Victoires. Il dessine ensuite la place Vendôme, qui va devenir l'une des plus belles places du monde. Les façades de 26 hôtels particuliers s'y regardent comme dans des miroirs. Petit à petit, la grande noblesse va se dire que c'est une place qui est quand même une place avec un décor majestueux, prestigieux,
Et donc à ce moment-là, la place commence à se construire, les lots commencent à être achetés et il y a toute une série de familles qui sont des familles prestigieuses qui achètent les lots et donc font construire les pavillons. Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, appartient à cette élite. Au numéro 19, il fait construire l'hôtel d'Évreux pour y loger avec son épouse. Cet hôtel accueille aujourd'hui des réceptions privées. Les magnifiques décors Louis XV y sont parfaitement préservés. Ils firent au moment de leur construction l'émerveillement de Paris. Pourtant, le comte d'Évreux ne va pas rester longtemps place Vendôme. Le comte d'Évreux veut un palais à lui. Il veut un palais à lui où il soit, j'allais dire, plus à l'aise, où il puisse se faire dessiner quelque chose qui est plus ample que simplement un hôtel enclavé place Vendôme avec un voisin à gauche, un voisin à droite qui ont exactement les mêmes dimensions. Il a besoin d'un confort particulier et d'un prestige particulier. Le comte d'Évreux va chercher le bon quartier. Louis XV veut une place royale à sa gloire. Il a fait ériger à l'ouest de Paris la place Louis XV, qui deviendra notre place de la Concorde. Et la place de la Concorde, elle devrait pouvoir être intéressante parce que, pour le moment, les Champs-Élysées, c'est une simple promenade, c'est la campagne. Mais le comte d'Évreux se dit, ça pourrait demain devenir un endroit qui va se valoriser. Et effectivement, il n'a pas tort, puisque les Champs-Élysées vont devenir l'axe d'un nouveau développement de Paris. Le comte d'Évreux a vite flairé la bonne affaire. C'est dans ce quartier qu'il va faire construire son hôtel particulier. L'hôtel du comte d'Évreux sort de terre en 1722. À la fin du XIXe siècle, il devient la résidence des présidents de la République. Nous avons été autorisés à pénétrer à l'Élysée pour y faire revivre les fastes des siècles passés. On est dans ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire c'est l'un des plus grands hôtels, sinon le plus grand hôtel de Paris. Grande cour d'honneur, double basse-cour, grand corps de logis central, avec 2 grands appartements d'apparat au rez-de-chaussée et au premier étage, et derrière un immense jardin dont les frondaisons se confondent à la fin avec celles des Champs-Élysées. En 1753, la marquise de Pompadour, la favorite en titre de Louis XV, achète l'hôtel d'Évreux. Elle y ordonne de grands travaux pour lui donner encore plus d'éclat et bien marquer sa position. Il existe encore dans le palais de superbes exemples du style qu'aimait la marquise de Pompadour. Le salon des ambassadeurs où sont aujourd'hui reçus les chefs d'État et le salon Pompadour, son ancienne chambre. « 50 ans plus tard, Napoléon Bonaparte récupère l'Élysée au nom de l'État et en 1805, devenu empereur, il le met à la disposition de sa sœur Caroline, qui s'y installe avec son mari, le maréchal Joachim Murat. Caroline dépense des fortunes pour remanier le palais et le décorer dans un style empire, au goût du jour. Ce qu'il y a de plus spectaculaire encore aujourd'hui, c'est le grand escalier. Il n'y avait pas d'escalier dans l'hôtel. C'est un escalier à l'impériale, avec une rampe très originale, d'ailleurs avec des palmettes. C'est une chose unique à Paris. Un escalier à l'impériale, un nouveau décor. Ne manquait plus à l'Élysée que de grands bals pour asseoir le statut de la sœur de Napoléon. Au rez-de-chaussée, dans ce que l'on appelle aujourd'hui le salon Murat, se pressent les dignitaires de l'Empire. En 1808,
l'empereur offre à Caroline le trône de Naples. À son départ, il s'installe à l'Élysée. Napoléon Ier aime ce palais. C'est ici qu'il vient se réfugier en 1815, quand l'Europe coalisée l'écrase à Waterloo. C'est un empereur extrêmement choqué qui arrive à ce moment-là, épuisé par la campagne, mais surtout par ce qu'on pourrait appeler la fuite de Waterloo, parce qu'il a voyagé quasiment sans dormir depuis la fin de la bataille, donc depuis le soir du 18 juin. L'empereur a chevauché 3 jours durant. Et c'est dans l'intimité du Salon d'Argent qu'il rédigera son abdication. Ce petit salon aux boiseries argentées est caché dans les appartements privés du président. Les caméras n'y pénètrent presque jamais. Cette pièce chargée d'histoire a même été le théâtre de la mort d'un président. En 1872, l'Élysée devient la résidence des présidents de la République. Plus que jamais, il est le lieu du faste, du luxe, de la parade, mais aussi du secret. Nous sommes le 16 février 1899, en fin d'après-midi. Le président Félix Faure s'est retiré dans le salon d'Argent. À 18h, on donne l'alerte. Le président a fait un malaise. Son épouse et sa fille accourent. Le soir même, son décès est annoncé à la presse. Version officielle, le président est mort d'une hémorragie cérébrale. Ce n'est que 9 ans plus tard que les Français apprendront la vérité. Félix Faure n'était pas seul ce soir-là dans le salon d'Argent. Il est mort dans les bras d'une femme, Marguerite Stanel, sa maîtresse. C'est elle qui a donné l'alerte. On avait préféré cacher ces circonstances sulfureuses aux Français. Mais à l'Élysée, déjà à l'époque, nul ne pouvait être certain d'être à l'abri d'une indiscrétion. Palais des secrets, siège du pouvoir, de ces petites et grandes tragédies, l'Élysée est un hôtel bien particulier et dès le XVIIIe siècle, il va donner le la à tout un quartier qui va devenir le symbole même du luxe dans le monde entier. Nous voici maintenant dans le vestibule de l'hôtel Nissim de Camondo. Il fut construit pour un des financiers les plus importants du début du XXe siècle. Il va y organiser les fêtes les plus brillantes des années folles. On peut s'en rendre compte par la taille imposante de ce hall d'entrée. C'est ici qu'en descendant de son fiacre, on se débarrassait de ses affaires avant de gravir cet escalier qui mène au grand salon que nous allons découvrir tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons franchir la Seine. C'est autour d'une des plus anciennes abbayes de Paris que va se développer un nouveau quartier, un quartier devenu légendaire dans le monde entier, Saint-Germain-des-Prés. Alors que la rive droite de la Seine se développe, la rive gauche, elle, semble endormie autour de ses couvents et de ses universités. L'endroit n'était pas un endroit particulièrement attractif. En plus, les étudiants étaient remuants, ils se battaient en duel, ils cassaient les fenêtres, ils molestaient les bourgeois, etc. Donc l'endroit, encore une fois, n'était pas considéré comme très attractif. Mais quand Marie de Médicis, la mère du roi Louis XIII, décide d'y faire construire un palais, le palais du Luxembourg, la physionomie du quartier s'en trouve bouleversée. À partir du moment où il y a eu le palais du Luxembourg, les environs se sont en quelque sorte un peu assagis, un peu normalisés, et des gens de la noblesse en particulier ont commencé à y faire construire. Les parcelles se vendent comme des petits pains. Les hôtels se construisent vraiment à un rythme soutenu, puisque en 1720, on recense 50 hôtels, alors qu'en 1750, il y en a plus de 200. Ce nouveau quartier en pleine expansion, c'est le faubourg Saint-Germain.
Il se construit autour de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, la plus ancienne de Paris. Il attire non pas les opportunistes qui cherchent la proximité du pouvoir, mais la noblesse d'épée la plus ancienne. Les magistrats sont plutôt restés sur la rive droite, aussi bien au Marais que autour du Palais Royal, de la place des Victoires, de la place Vendôme. Les financiers restent plus sur la rive droite. En tout cas, le Faubourg Saint-Germain, c'est un endroit noble et chic à part. Ça devient une adresse en soi, et le problème, c'est pas d'avoir un très bel hôtel, c'est d'avoir un très bel hôtel ancien là. Et c'est plus tout à fait la même chose que de courir après la mode et d'aller d'un quartier à un autre. À l'ouest du Faubourg Saint-Germain, en bord de Seine, se trouve l'un des hôtels particuliers les plus luxueux de la capitale. L'hôtel de Lassay est aujourd'hui la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Mais avant de connaître ce destin républicain, il fut le théâtre des fêtes les plus somptueuses de Paris. Construit au XVIIIe siècle pour une princesse royale, l'hôtel de Lassay va devenir la demeure de l'un des personnages les plus importants du Second Empire, Charles de Morny, le demi-frère de l'empereur Napoléon III. En 1854, l'empereur fait de Morny le président du Parlement. C'est une personnalité mondaine, très proche de la cour impériale, et pour cause, c'est le demi-frère de Napoléon III. C'est un créateur de mode, un inventeur de mode. Il donne le là à Paris. C'est un extraordinaire homme à femme. C'est un extraordinaire spéculateur. Il est donc multiple. Quand le duc de Morny s'installe à l'hôtel de Lassay, il le fait totalement transformer par l'architecte Jules de Joly pour accueillir les grands bals de la fête impériale. Il avait besoin non pas d'un appartement, qui est maintenant à l'étage, dans la surélévation, mais il avait besoin d'un ensemble extraordinaire de salons pour recevoir. Et donc, il a aussi dû réfléchir au changement d'échelle entre maison et palais. Et c'est pourquoi il a fait une chose qu'on ne voit pas de manière courante, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le bas à lambris, donc la partie basse des murs, qui arrive jusqu'à cette pièce qui est la simèse. Elle est beaucoup plus haute que ce qu'on trouve. Normalement, ça s'arrête là. Donc il a dilaté le mur, et ça lui a permis de replacer les décors Louis XV, et ensuite il a dilaté le plafond, puisqu'il a surélevé chaque pièce de 60 cm pour donner beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de volume. L'architecte a eu une autre idée, remplacer les miroirs de cheminée par des arcades. On se demande s'il y a un miroir, mais en fait non, c'est bien la pièce d'à côté qu'on voit. Mais comme la pièce d'à côté est le sosie de celle-ci, puisque c'est les mêmes modèles de boiserie, il y a une espèce d'effet troublant pour le spectateur, très intéressant comme réalisation. Là aussi, on voit bien comment on est passé d'appartements privés du XVIIIe, qui avaient un caractère plus intime, plus charmant, à des pièces d'apparat très démonstratives. L'hôtel particulier joue un rôle majeur dans le mode de vie de cette société triée sur le volet. Dans l'hôtel qu'on appelle particulier, il y a une dimension sociale extrêmement développée. On reçoit beaucoup, on donne beaucoup à voir. Et qui dit grande réception dit moyen. Il y a des hôtels qui ont 30 couverts tous les soirs. Hein, parce que ça fait partie de cette sociabilité, de cette haute société. Dans les hôtels de l'aristocratie ou de l'élite impériale ou de l'élite de la cour impériale, les bals faisaient fureur sous le Second Empire. C'était l'époque des crinolines et de la valse, bien entendu. Et les bals de Morny étaient réputés comme les plus élégants et les plus somptueux ou les plus fastueux du Paris du Second Empire. Le bureau du duc de Morny est aujourd'hui le bureau d'apparat du président de l'Assemblée nationale. C'est là qu'il reçoit ses hôtes de marque pour les cérémonies d'État. Cette pièce a un autre nom, elle s'appelle le cabinet du départ. Et ce départ, c'est le moment où le président de l'Assemblée nationale quitte ses appartements, son hôtel,
pour aller rejoindre, à travers la Galerie des Fêtes, sa fonction de président de la Chambre. Et donc, il va basculer de l'espace privé à l'espace public de l'Assemblée. Cette grande galerie qui mène à l'hémicycle de l'Assemblée nationale est probablement l'un des décors les plus solennels du XIXe siècle. Et ce qui est important ici, c'est que c'est un décor de la fin du règne de Louis-Philippe, et il en reste en fait assez peu. On en a quelques exemples dans des grands châteaux. Et donc, c'est une pièce très importante pour l'histoire de l'art décoratif en France. Comme l'hôtel de la Saie, de nombreux hôtels du Faubourg Saint-Germain sont passés des mains de l'élite aristocratique à celles des hauts dignitaires de la République. Ainsi, à quelques centaines de mètres sur la même rive de la Seine, trône le magnifique hôtel de Salm. Cet hôtel, au destin exceptionnel, a connu les heures parmi les plus violentes de notre histoire et a bien failli disparaître dans un incendie. Son histoire commence à la veille de la Révolution de 1789. Sous l'Ancien Régime, Paris est une ville très cosmopolite qui accueille de nombreux princes étrangers et notamment des princes allemands. Parmi ces princes allemands, on en trouve un qui est probablement l'un des plus fastueux et l'un des plus connus, qui est le prince Frédéric de Salm-Kyrbourg, qui désire avoir une résidence privée particulière à Paris et qui fait construire cet hôtel de Salm le long des quais de la Seine, très sobre, très épuré et en même temps très élégant, tel qu'on le retrouve et tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est des fenêtres de son hôtel que Frédéric de Salm assiste le 14 juillet à la prise des Invalides qui annonce celle de la Bastille et la Révolution française. Et malgré le libéralisme de Salm, qui adopte les idées de la Révolution, en tout cas celles de 1789, le prince de Salm finit sur l'échafaud, guillotiné 3 ou 4 jours avant la chute de Robespierre, en Thermidor en 2, c'est-à-dire en juillet 1794. En 1804, Napoléon Bonaparte crée la Légion d'honneur et l'hôtel du prince de Salm en devient le siège. Aujourd'hui encore, c'est ici que réside le grand chancelier qui en est à la tête. Vous êtes ici dans le vestibule de l'hôtel de Salm. Alors, il y a un événement important qui se produit dans la vie de l'hôtel, c'est l'incendie le 23 mai 1871, à l'époque de la Commune. En 1871, la révolte de la Commune met Paris à feu et à sang. Le palais des Tuileries et l'hôtel de ville sont incendiés. L'hôtel de Salm aussi, il est entièrement détruit. Seuls les murs ont résisté aux flammes. Et s'il a été reconstruit, c'est grâce à l'énergie de cet homme, le général Vinoy, qui était le grand chancelier à l'époque de l'incendie, et qui le reconstruit tout de suite avec une souscription des légionnaires. L'hôtel du XVIIIe siècle est reconstruit à l'identique. La décoration, en revanche, est totalement renouvelée dans le style Empire, à la gloire du fondateur de la Légion d'honneur. Le cœur de l'hôtel, c'est le salon des grands chanceliers. C'est ici que sont remises les décorations. Napoléon Bonaparte, le fondateur, domine. Alors là, on est dans le salon de la Rotonde. C'est le salon évidemment le plus impressionnant qui donne sur la Seine, sur le jardin des Tuileries. Il faut imaginer qu'à l'époque du prince de Salm, le palais des Tuileries s'inscrivait dans les fenêtres. Ça devait être splendide. Le mobilier de ce salon provient du palais des Tuileries et du château de Saint-Cloud, des palais incendiés au moment de la Commune. C'est dans ces meubles chargés d'histoire que le grand chancelier reçoit ses hôtes.
Diplomates, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires ou représentants de pays étrangers. Les gens viennent ici et je peux vous dire qu'ils sont assez bluffés par la beauté de cet hôtel, l'état dans lequel il est, la manière dont il est meublé. On est sur un site qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Tout ça contribue à la grandeur de la France et ça donne une belle image de notre pays et qui puise dans notre histoire. Les hôtels particuliers du Faubourg Saint-Germain sont tous d'un style classique ou néoclassique. Mais il en est un, dans la rue de Lille, qui surprend encore les historiens d'art. C'est l'incroyable hôtel de Beauharnais. Il est doté d'un porche totalement incongru, dans le goût égyptien. Cet hôtel est depuis 1871 la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Il ne s'ouvre aux caméras que de manière très exceptionnelle. Il renferme pourtant les plus somptueux décors du Premier Empire de tout Paris. Un décor strict, influencé directement par l'empereur Napoléon et ses campagnes militaires, comme celle d'Égypte. Aucun autre style dans l'histoire de l'art n'attache tant d'importance à la symétrie. Ce trésor d'architecture est l'œuvre d'Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine. Nous sommes en 1803. Eugène a alors 22 ans. Quand Napoléon lui offre cet hôtel particulier, le jeune homme y engloutit des fortunes. Eugène de Beauharnais était un fils aimant et derrière lui, eh bien, c'était Joséphine qui avait la haute main sur l'aménagement, les travaux, les embellissements à apporter à l'hôtel de Beauharnais. Et Joséphine ne va pas lésiner sur la dépense. Elle s'entoure des meilleurs artistes de son temps et fait de cet hôtel le plus fastueux de tout l'Empire. De quoi faire jaser dans l'opinion. Pour son hôtel de Beauharnais, rien n'était trop beau. Ce sont des millions, des centaines de milliers de francs qui vont être engloutis à sa demande. Ce qui crée, ce qui va conduire et provoquer une énorme colère. On sait que Bonaparte était toujours soucieux des dépenses de sa femme, qu'il la réprimandait sans cesse et qu'il demandait à contrôler ses dépenses. Napoléon est furieux, mais Joséphine a réussi avec cet hôtel à créer un style véritablement unique. Ici, il y avait une transparence très forte. On voit d'ailleurs qu'il y a 3 arcades ici. En fait, il y a une porte aujourd'hui et 2 arcades bouchées. Les 3 arcades étaient ouvertes. Donc ça donne à celui qui entre ici une vive impression. Parce que d'abord, on voit le grand escalier d'honneur, qui est un signe toujours de la bonne échelle de la puissance de la personne qui vous accueille. Et puis ensuite, on voit tout de suite le jardin avec cette pièce qui est devenue plus tard la bibliothèque de Gênes, qui s'est refermée sur elle-même et qui est une pièce absolument extraordinaire. La bibliothèque de Gênes a été récemment restaurée. Sous les peintures, on a retrouvé les couleurs d'origine. Vous voyez comment les accords des portes, du plafond blanc, des meubles, des fauteuils recouverts de crin noir, tout ça donne un caractère particulièrement solennel. On est exactement ici, dans un espace tel que Gênes a pu le connaître, avec les mêmes contrastes de couleurs. C'est pourquoi je crois qu'on peut légitimement dire que c'est un des plus beaux, sinon le plus bel ensemble empire de Paris, parce qu'il y a cette osmose fantastique entre les décors muraux, les couleurs et les meubles. Dans le salon de musique, les murs reprennent les thèmes chers à l'Empire. Des lions, des sphinx, des aigles, des cygnes. Tout un bestiaire emprunté à l'Antiquité. Mais ces murs dissimulent aussi le jardin secret d'Eugène de Beauharnais. Je peux ouvrir ici
et rentrer dans une pièce qu'on ne devine pas du tout, évidemment. On a l'impression qu'on est arrivé au bout. Il y a encore quelque chose, c'est le cabinet turc. Eugène est aux côtés de Napoléon lors de la campagne d'Égypte. Il ramène dans sa mémoire des couleurs, des ambiances et tout un univers qu'il fait recréer ici. Il a fallu pour l'architecte concevoir une pièce qui montre évidemment qu'on est dans un Orient qui est complètement de façade. C'est que l'organisation de la pièce est complètement française. Tout est symétrique, la fenêtre est au centre, il y a 2 portes en enfilade, une cheminée française, même si elle a un décor évidemment oriental, avec son système, le foyer, les pieds droits, tout ça c'est très français, la tablette. Mais en même temps, évidemment, il faut donner à croire à cet Orient. Donc on va utiliser ce motif peint sur le mur assez merveilleux, ces arcades en accolade, et puis alors surtout la frise, avec ces scènes d'un sultan et de sa suite, et le plafond, où il y a même une calligraphie, vous voyez, arabe, tout à fait remarquable. Tout ça est censé nous plonger dans l'Orient. Autant ici on est dans cette ambiance, autant à Paris, au moment où on a fait ce petit boudoir, on est dans quelque chose de rarissime. Rarissime et très cher. Excédé par toutes ses dépenses, Napoléon finit par confisquer l'hôtel à son beau-fils pour en faire un lieu de réception. En 1871, l'hôtel devient l'ambassade de l'Empire allemand et le restera jusqu'en 1945. Après la guerre, l'État français confisque l'hôtel pour y mettre un département des affaires étrangères. Puis en 1962, le général de Gaulle le restitue à la République fédérale d'Allemagne. Depuis lors, il retrouve peu à peu sa splendeur. Ici, il faut imaginer que pendant des années, la France avait là des bureaux de fonctionnaires, d'une annexe d'un ministère en réalité. Et donc quand les Allemands ont retrouvé l'hôtel en 1962, il était dans un très mauvais état, donc il y a eu une grande campagne de travaux. C'était un peu un cadeau empoisonné. Le mobilier avait été relativement préservé, mais il fallait tout restaurer. Les tentures, retrouver les tableaux, retrouver les meubles égarés. C'est un gouffre financier pour l'Allemagne, aujourd'hui encore. Et depuis, on n'a pas cessé de restaurer. On tente de retrouver les décors d'origine, comme pour ces tissus de couleur verte, appelés verts gourgourants. En regardant les traités anciens et la façon dont on accrochait les rideaux sous l'Empire, on a pu proposer une restitution incroyable de la manière d'accrocher des rideaux, qui sont eux-mêmes des pièces qui ont demandé des heures de travail pour toutes les parties, justement, comme celle-ci, qui viennent enjoliver et qui font la différence entre un tissu banal et une grande œuvre d'art à partir donc des modèles de l'Empire. Regardez le travail sur les galons. Ça, c'est tout à fait incroyable, c'est des heures et des heures de travail. À quelques centaines de mètres de l'hôtel de Beauharnais se trouve une autre adresse importante dans l'histoire de la famille Bonaparte. L'hôtel de Brienne, qui est aujourd'hui le ministère de la Défense, a été construit au XVIIIe siècle. Il est alors la résidence du comte de Brienne. En 1787, le comte est guillotiné et l'hôtel confisqué par les révolutionnaires. C'est en 1800 qu'il est racheté par le frère de Napoléon Bonaparte, Lucien, qui le revend ensuite à sa mère, la fameuse Laetitia. L'hôtel devient alors le palais de Madame Mère de l'Empereur. Certaines pièces témoignent encore du faste qui y régnait. En 1817, l'hôtel devient la résidence du ministre de la Guerre. S'il cesse d'être un hôtel particulier, l'hôtel de Brienne va être le témoin de certaines des heures les plus tumultueuses de notre histoire. C'est dans ce bureau, récemment restauré à l'identique, que Clémenceau organisa les campagnes militaires de 1917.
Près de 30 ans plus tard, tout de suite après la Libération, le général de Gaulle occupa la pièce voisine en tant que chef du gouvernement provisoire. Au XIXe siècle, de nombreux hôtels particuliers vont devenir les ambassades de puissances étrangères. C'est le cas du très bel hôtel de Monaco, aujourd'hui ambassade de la Pologne. Bâti au XVIIIe siècle, cet hôtel a été modifié profondément au siècle suivant par le riche banquier anglais William Williams-Hope, qui va lui donner toute son originalité. Il demande à son architecte Achille Fedel de déplacer l'entrée principale dans l'aile droite. D'une façon assez naturelle, la première pièce qu'on découvre en entrant dans l'hôtel, c'est un grand vestibule d'architecture assez classique, sobre, légèrement décoré, de vastes proportions. Ce qui est plus inhabituel, c'est que lorsqu'on progresse dans ce vestibule, on tombe d'abord sur un escalier et on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver d'autre. Alors le sens du théâtre de l'architecte Fedel est particulièrement évident quand on arrive ici, puisqu'on croyait en fait arriver sur un palier aveugle et on se trouve en réalité en bas d'un grand escalier d'apparat. Le but est certainement d'en imposer aux invités de William Williams-Hope, parce que vous avez une progression d'espace en espace assez intelligemment organisée, de façon à ce que vous ne sachiez jamais ce que vous allez trouver. Et en haut de cet escalier, on ne sait pas très bien non plus ce que l'on va découvrir. À nouveau, le sens du théâtre de l'architecte se manifeste ici parce que, en arrivant en haut de l'escalier, il y a une sorte de vestibule qui ouvre sur une antichambre et on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Ça y est, nous y sommes. Enfin, nous arrivons comme un invité qui serait arrivé ici en 1841 et qui aurait ouvert la bouche d'admiration parce que ce qu'il découvre, en fait, ce sont les intérieurs les plus luxueux parisiens de la monarchie de Juillet. Ici, les murs imitent le marbre grâce à une technique d'enduit et de peinture venue d'Italie. Dans le second salon d'apparat, c'est au niveau du sol qu'il faut regarder. Ici, le parquet est conçu comme une fantastique œuvre d'ébénisterie avec des bois qui sont d'ordinaire utilisés pour l'ébénisterie des meubles. On va donc trouver ici, en dehors du chêne, du palissandre, de l'acajou, de l'ébène, du citronnier, de l'amarante, qui sont dessinés d'une façon très virtuose. C'est une des plus belles choses que je connaisse de cette nature. Au XIXe siècle, l'hôtel de Monaco fut le cœur de la vie mondaine parisienne. Les plus grands artistes de l'époque y étaient invités, et c'est là qu'un soir, le génie de Chopin fut révélé au tout Paris. Frédéric Chopin l'écrit dans sa correspondance avec l'un de ses amis. Il dit « Le fiacre et les gants blancs me coûtent plus cher que ce que je gagne, mais sans eux, je ne serai pas de bon ton. » Donc quand on est à l'hôtel de Monaco, l'esprit de Chopin est là, ce qui lui donne une touche de romantisme supplémentaire. Avec le Faubourg Saint-Germain, Paris termine son expansion sur la rive gauche. C'est désormais de l'autre côté de la Seine que de nouveaux quartiers vont attirer, au XIXe et XXe siècle, une nouvelle élite et que vont surgir de terre de nouveaux hôtels particuliers, toujours plus luxueux.
Retour rive droite, nous sommes au 19e siècle. Paris est devenue la capitale la plus brillante du monde. Les hôtels particuliers cessent d'être le privilège des nobles et des aristocrates. Les industriels et les financiers, comme ici à l'hôtel Nissim de Kamando, veulent eux aussi montrer leur puissance. Nous sommes en 1800. Napoléon Bonaparte s'installe aux Tuileries. Il souhaite prolonger une allée plantée d'arbres que le jardinier André Le Nôtre avait tracée un siècle plus tôt dans l'axe du château jusqu'à une grande butte dite de Chaillot, notre actuelle place de l'Étoile. L'allée dessinée par Le Nôtre est l'embryon de ce qui deviendra l'avenue des Champs-Élysées. Alors au début, la promenade des Champs-Élysées, c'était un endroit où venaient se réfugier les cambrioleurs, il y avait des filles de mauvaise vie, etc. Il y avait des égouts en bas de l'avenue des Champs-Élysées, 2 égouts à ciel ouvert qui traversaient la place de la Concorde. Donc tout ça, on y met un terme. Au cours du 19e siècle, cette promenade va être petit à petit aménagée. On confie à l'architecte Jacques Hittorf le soin de la valoriser. Il n'y a pas de plan d'urbanisation à cette époque, mais il y a un certain nombre de gens qui ont le regard avisé et qui se disent, un jour ou l'autre, ce quartier va se développer autour de l'axe des Champs-Élysées. C'est le cas d'une certaine Esther Lachmann, dit la comtesse de la Païva. Nous sommes en 1856. Esther Lachmann, qui est née dans la misère du ghetto de Moscou, défraie la chronique en se faisant construire l'hôtel particulier le plus luxueux de Paris. Cet hôtel est aujourd'hui le siège du très sélect Travelers Club. Seuls ses 730 membres ont le droit de franchir le porche de ce lieu mythique qui fut au XIXe siècle l'antre de l'extravagance et de la démesure. L'escalier, monumental, est entièrement sculpté dans l'onyx. La courtisane à la chevelure d'or y accueillait à son sommet les grands artistes et les fortunes de son temps. La Païva voulait que ce soit le symbole de sa réussite sociale et elle a choisi comme pierre l'onyx, qui est encore plus précieux et plus rare que le marbre, et elle a exploité une carrière en Algérie, qu'elle a du reste, dit-on, épuisée, pour extraire toute cette quantité d'onyx. Et cet onyx est rare, et ce qui en fait un escalier vraiment exceptionnel et rarissime. En épousant un comte allemand très fortuné, celle qui a débarqué à Paris sans un sou 20 ans plus tôt a atteint son but. Devenir comtesse, posséder le plus bel hôtel de Paris afin d'y recevoir les riches et les puissants. La Païva n'était pas uniquement une courtisane, c'était une femme certainement intelligente et c'est une femme qui voulait s'entourer de personnes influentes, puissantes de son époque. Elle voulait compter dans son temps et vraiment pouvoir rayonner et pas être considérée uniquement comme une courtisane, même si elle a commencé très bas par le trottoir, mais elle est arrivée à un tel niveau social et financier qu'elle voulait être reconnue comme telle. La Païva recevait le soir, après l'opéra, après le théâtre, et elle recevait principalement des hommes. Et dans cette pièce, on peut admirer le décor qui est très riche, qui est vraiment typique de cette époque Second Empire. Et on voit ce beau décor au plafond, qui est la plus belle peinture que nous ayons ici, qui est peinte donc par Baudry et qui représente le jour pourchassant la nuit. Et on dit, on n'a pas de certitude historique, mais que la Païva aurait servi de modèle pour représenter la nuit. Car ici, la Païva est partout. Sur la façade de l'hôtel, dans les sculptures des cheminées. Dans les moindres détails de ce luxe, elle rend hommage à ses origines et à ses goûts empreints de culture russe. La Païva aimait beaucoup les pierres dures.
C'est pour ça que dans cet hôtel, on voit du lapis azulis, on voit également de la malachite, on voit bien sûr l'onyx dans l'escalier d'honneur et d'autres marbres. Et tout ce goût pour ces pierres-là viennent de ses origines en Russie, où on utilise énormément ces pierres-là pour embellir les monuments. Cet hôtel des Champs-Élysées a été classé monument historique en 1980. Depuis, des campagnes de restauration se sont succédées sous le contrôle des monuments historiques. C'est la salle à manger de la Païva qui est aujourd'hui en chantier et qui réserve quelques surprises. Sous le tissu tendu rouge qui recouvrait cette pièce il y a encore quelques mois et depuis des dizaines d'années, on a eu l'agréable surprise de découvrir le revêtement d'origine datant de l'époque de la Païva. C'est cet incrustat, ce papier peint gaufré qui imite le cuir de Cordoue. Et on a pu faire rééditer donc l'incrustat avec les mêmes motifs et les mêmes couleurs. L'or paraît beaucoup plus chatoyante là parce qu'elle n'est pas oxydée. Ce genre de découverte permet aux restaurateurs de conserver la mémoire et l'esprit de la Païva. Une femme d'excès, de démesure, qui aimait l'or jusqu'à en recouvrir ses murs. On raconte que dans sa salle de bain mauresque, à la baignoire d'onyx jaune, de l'un des robinets coulait du champagne. L'hôtel de la Païva est le dernier hôtel particulier conservé en l'état sur l'avenue des Champs-Élysées. Les autres sont devenus des bureaux. Mais la place de l'Étoile réserve, elle, quelques surprises. La construction de l'Arc de Triomphe, commencée en 1806 par Napoléon Ier, est achevée 30 ans plus tard, sous le Second Empire. Sur les terrains vagues qui l'entourent, on souhaite aménager une place. Et cette place de l'Étoile, elle doit être monumentale, parce que tout le reste est monumental. L'avenue Foch est monumentale, les Champs-Élysées sont monumentaux. Et donc, Haussmann fait dessiner par Hittorf, toujours le même, les dessins des hôtels particuliers qu'on appelle les hôtels des maréchaux, qui sont tout autour de la place de l'Étoile. Le plan est rigoureusement le même, le nombre d'arbres est le même, le choix des essences d'arbres est imposé. Donc c'est complètement, si je peux me permettre de le dire, caporalisé. Mais ça atteint, si vous voulez, un degré de prestige considérable. Les hôtels des maréchaux attirent ainsi l'élite du Second Empire, de grandes fortunes, des financiers, des collectionneurs d'art. Au numéro 1 de la rue de Tilsit, l'hôtel porte le nom de sa première propriétaire, la marquise de Carcano. Il accueille depuis 2005 l'ambassade du Qatar. Cet hôtel ne se visite pas. Et de manière tout à fait exceptionnelle, l'ambassadeur qatari a accepté que nous y entrions avec Alexandre Gady, qui le découvre en même temps que nous. Alors, je découvre un peu parce que c'est un endroit qui n'est pas très facile d'accès, évidemment, c'est l'ambassade du Qatar. Et ici, on a la chance d'avoir une maison qui est au fond presque complètement, parfaitement conservée dans son état Second Empire. Donc c'est un témoignage assez important. Et là, on voit un vestibule et qui est très marquant par son style. Vous voyez, un style néo-renaissance, très précieux, une très belle mosaïque au sol. On retrouve des fonds mosaïqués, vous voyez ces fonds d'or avec les rinceaux blancs dans les arcades. Et surtout, ce qui est très paradoxal, a priori, ce sont les deux niveaux. Et ça donne un effet de loggia, quelque chose comme un petit théâtre de poche. C'est assez brillant alors que l'espace au sol est très réduit. Le rez-de-chaussée ne peut pas être habitable, on est trop près des nuisances sonores, visuelles, olfactives de la rue. Donc il faut se mettre bien sûr au premier étage. Donc il y a une sorte de rez-de-chaussée très surélevé et là un étage de service. Alors là, on découvre une pièce assez extraordinaire, un décor très présent, très Second Empire, sans doute un salon. Et vous voyez une chose assez typique, ce sont ces grandes doubles portes chocolat et or. On aimait beaucoup ces couleurs, c'est cette alliance du marron et du doré. Il faut imaginer une pièce qui n'est pas très lumineuse, qu'on donne sur la rue Tilsit,
avec des valeurs chromatiques lourdes, comme ces chocolats et or et ce plafond peint très présent, et en plus au mur, des tableaux accrochés à touche-touche, des œuvres d'art disposées de part et d'autre. Donc là aussi, ça contribuait à faire de cet hôtel quelque chose de très symbolique du Second Empire, de très significatif, hein, des décors chargés et des intérieurs très chargés. Ici, il faut bien imaginer qu'on n'est pas du tout dans le cas traditionnel des vieux hôtels du centre de Paris avec des noms de vieilles familles françaises. Là, on est chez les nouveaux riches. Le Second Empire a besoin de nouveaux espaces, de nouveaux territoires pour des bourgeois, des banquiers, des industriels qui ne sont pas toujours acceptés par la vieille société aristocratique. Donc chacun doit conquérir son territoire. Là, il y a un effet très spectaculaire parce que la scène urbaine est magnifique. On est à la fois dans Paris, mais on est aussi, jusqu'en 1860, à la limite de Paris. Paris s'arrêtait à l'Arc de Triomphe. Et c'est pourquoi ces hôtels représentent quelque chose de l'histoire du Second Empire. L'ambassadeur du Qatar a totalement rénové l'hôtel à son arrivée en 2005. Il a confié au grand décorateur Alberto Pinto le soin de retrouver les décors d'origine. Ainsi, la chambre à alcôve de la marquise de Carcano est désormais le bureau de l'ambassadeur. Beaucoup sur la rive droite et dernier, si je peux dire, chapitre de l'expansion de Paris sur la rive droite, c'est la plaine Monceau. L'ancien petit village de Monceau était sous l'Ancien Régime un important lieu de chasse. Il va devenir à la fin du 19e et au début du 20e siècle le quartier des banquiers, des industriels, des hommes d'affaires. Ceux que l'on appelle les Rothschild de l'Orient, la famille Camondo, vont s'y faire bâtir un hôtel particulier. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La famille Camondo est arrivée à Paris en provenance de l'Empire ottoman avec la volonté de laisser derrière elle un certain nombre de souvenirs et de s'installer très durablement, de s'enraciner en France. Pourquoi la France ? Parce qu'ils avaient reçu une éducation extrêmement francophile et francophone et que ça leur paraissait naturel. C'était là où il fallait vivre. Tout commence au début du XXe siècle, quand le comte Moïse de Camondo hérite de l'hôtel et décide d'y faire de grands travaux sur le modèle du Trianon de Versailles. Le grand projet de Moïse de Camondo avait été, dès le départ, de ressusciter ce que pouvait être l'art de vivre à la française au XVIIIe siècle, qui était pour lui le plus beau des siècles pour ce qui est de l'art, de la peinture, évidemment de l'architecture, des tapisseries, de tout le reste. Moïse est un grand collectionneur d'art. Petit à petit, il constitue une extraordinaire collection d'œuvres et de mobilier du XVIIIe siècle. Il a consacré son temps et son argent à essayer de trouver le meilleur dans chaque domaine des arts français, que ce soit la peinture, la sculpture, les tapisseries, les tapis. Il fait partie de ces familles de juifs venus de l'étranger qui voulaient payer leur ticket d'entrée dans la civilisation française. Il l'a fait pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Et des enfants, Moïse en a deux. Une fille, Béatrice, et un fils, Nissim. C'est pour eux qu'il conçoit son hôtel. Un écrin pour sa collection, une demeure artistique où le sens du détail et le raffinement puisent dans l'histoire du XVIIIe siècle. Mais aussi une demeure où l'on découvre le confort moderne. Chauffage central à air pulsé, cuisine équipée de fourneaux et de rôtissoirs dernier cri, salle de bain avec eau chaude et luxe ultime, un ascenseur, l'un des premiers de la capitale. Cet hôtel incarne Moïse de Camondo dans la mesure où il incarne tous ses rêves, ses fantasmes d'intégration à la société française. Il pensait à juste titre que Nissim serait celui qui reprendrait le flambeau, mais en toute chose.
et que ici ce serait sa maison. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Nissim a 22 ans. Il s'engage et est affecté à une unité de reconnaissance aérienne. Le 5 septembre 1917, lors d'une mission, son avion s'écrase en territoire ennemi. Avec sa disparition, la lignée des Camondo s'éteint. Il pensait à enraciner le nom des Camondo à travers cet hôtel. Et en fait, il l'a fait, mais de manière tragique. Pas de la manière dont il avait prévu, puisque son fils est mort. Moïse meurt en 1935. Il a décidé de léguer son hôtel et sa collection à l'État, mais sous certaines conditions. Que tous les meubles restent en place comme si l'hôtel était encore habité et que le musée porte le nom de son fils, Nissim de Camondo. C'est le cas aujourd'hui. Au musée Nissim de Camondo, aucune pièce n'a bougé depuis 80 ans. Pour Moïse, le dernier espoir se porte sur sa descendance. Sa fille Béatrice a 2 enfants. Le fait qu'il y ait Béatrice, sa fille, et ses propres enfants à elle, un garçon et une fille, lui, c'est un espoir que même si le nom pouvait s'éteindre, le culte de cette famille, son histoire, allait se perpétuer à travers eux. Finalement, Moïse de Camondo est mort suffisamment tôt pour ne pas voir que cet ultime rêve était détruit par les nazis en 1944. En 1944, Béatrice, Léon, son époux, Fanny et Bertrand, leurs 2 enfants, sont arrêtés et déportés à Auschwitz, où ils sont exterminés. Depuis, dans cet hôtel, on dirait que le temps s'est arrêté, suspendu au dernier souffle de la grande famille qui l'a habité. Les hôtels particuliers parisiens nous racontent une histoire, celle de notre capitale, de son élite. Aristocratique, intellectuelle ou financière. Véritable merveille d'architecture, ces palais miniatures dissimulent au-delà de leurs portes des trésors. Des peintures, des sculptures, des œuvres d'art inscrites dans les murs et qui nous parlent de leur époque. Ces hôtels nous racontent aussi une page de notre histoire, celle d'une société fondée sur la hiérarchie où l'apparat joue un rôle essentiel, où le plaisir et la fête sont un art de vivre. Joyaux de notre patrimoine, beaucoup ont disparu sous les coups des pioches et des bulldozers, cédant la place au progrès, à la modernité. Ceux qui nous restent, qu'ils soient ouverts à tous ou bien privés, sont de véritables machines à remonter le temps, mais encore et surtout à rêver. Voilà, c'est ici que notre voyage se termine dans les salons de l'hôtel Nissim de Camondo où rien n'a bougé depuis qu'il nous a été légué par Moïse de Camondo. Cet endroit magnifique et émouvant est ouvert au public, alors je vous conseille vivement de venir le visiter. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour découvrir de nouveaux trésors.